Michel Barnier, justement, qui a donc prononcé ses discours de politique générale. Hier, il était devant vous, devant les sénateurs. Est-ce qu'il a eu les mots que vous attendiez ? Oui, tout à fait. Alors, ce que je dis souvent lorsqu'on a pu, entre nous, commenter, on a eu surtout un Premier ministre qui était rassurant. Rassurant, à la fois, je dirais, il était très transparent sur les situations, on la connaissait, mais il a rappelé quand même l'engagement que nous avons tous à trouver des solutions, notamment au regard de la situation budgétaire, rassurant vis-à-vis de sa volonté de prendre des décisions, rassurant vis-à-vis des collectivités, qui était important au Sénat, rassurant sur la place aussi du Sénat dans la réflexion sur les projets qui vont être portés. Voilà, donc je trouve que c'était un discours différent de ce qu'on a pu connaître d'autres premiers ministres, peut-être moins flamboyant, mais en tous les cas posé. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est ce dont on a besoin au niveau national. Et un nouveau rôle aussi pour les Républicains qui sont sur la ligne du Premier ministre Emmanuel Macron. Est-ce que vous êtes désormais comptable du bilan du Président de la République ? Alors, absolument pas comptable. Nous trouvons une situation qui est extrêmement difficile. Nous la connaissons. On l'avait d'ailleurs au Sénat depuis 2-3 ans, alerté notamment sur les situations des comptes publics. Aujourd'hui, nous sommes plutôt en responsabilité pour accompagner le Premier ministre, pour trouver des solutions. Voilà, donc on est plutôt dans une logique de venir aider, soutenir, voire même parfois faire le pompier sur une situation que nous trouvons qui est catastrophique, pour laquelle aujourd'hui il faut des mesures et il faut surtout un engagement de responsabilité vis-à-vis des Français. On l'a entendu dans le journal Michel Barnier hier qui s'est adressé au Sénat, mais qui a aussi beaucoup parlé des élus locaux des collectivités. Il veut travailler avec elles, mais il a dit que tout le monde doit prendre part à l'effort budgétaire. Ça veut dire que les collectivités aussi, elles doivent limiter leurs dépenses pour vous ? Alors, je ne sais pas si c'est limiter leurs dépenses, parce que pour nous, le plus important, c'est qu'elles ne soient pas impactées sur leur budget de fonctionnement, sur les dotations de fonctionnement. Je pense que, par contre, il y a certainement une remise à plat sur les aides à l'investissement. Pas impactées, juste petite précision, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que leur dotation globale de fonctionnement, elle doit être indexée sur l'inflation, ou vous comprendriez qu'elle ne soit pas indexée sur l'inflation ? Alors, elle peut ne pas être indexée sur l'inflation. Une inflation qui est prévue à 1,8% cette année. On aura le débat autour de tout ça. Mais je crois que s'il y a une piste prioritaire, c'est surtout les aides, les subventions à l'investissement. Notamment le fonds vert est sur la table. On a un certain... Aujourd'hui, d'ailleurs, on est même perdu. Il y a des fonds qui ont été créés au fur et à mesure. Je crois que c'est là-dessus sur lequel le gouvernement doit regarder à la fois la pertinence des aides, et c'est sur ce point-là que le gouvernement doit faire ses choix en matière, je dirais, de priorité et peut-être de limitation budgétaire. Mais le parallèle de ça, c'est donner la possibilité aux collectivités d'avoir la capacité d'imaginer, d'investir, de pouvoir avoir une souplesse, parce qu'on peut gagner à un moment donné en efficacité, même avec des moyens financiers différents, si réellement les élus locaux ont cette autonomie pour pouvoir agir. Voilà, donc je crois que c'est important. Sur le fonctionnement, on ne touche pas au fonctionnement parce que les dotations sont essentielles. Sur l'investissement, ce sont des choix politiques portés par les élus sur leurs priorités et en même temps l'agilité en matière de montage de projets. Sur les collectivités, la Cour des comptes prône la suppression de 100 000 emplois dans les collectivités locales pour faire une économie de 4,1 milliards d'euros. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Alors, que la Cour des comptes pointe le fait qu'il y ait parfois certaines collectivités qui ont beaucoup recruté, je pense notamment aux nouvelles collectivités, en regroupant des grandes agglomérations, ou même voire même les régions autour de tout ça. Mais ensuite, c'est la responsabilité des élus locaux. La différence avec l'État, c'est que les collectivités votent un budget en équilibre. Et donc, à partir de là, ils ont à un moment donné, une responsabilité vis-à-vis de leurs électeurs, vis-à-vis des services qu'ils mettent en place. Donc forcément, la question de l'efficience de l'argent public est sur la table, mais les élus locaux sont en responsabilité. Ils ne gèrent pas comme l'État, donc je pense qu'on peut leur faire confiance. Vous aurez, vous, à examiner plus particulièrement le budget de la sécurité sociale, qui sera présenté dans une dizaine de jours. Est-ce que vous avez des premières pistes ? Alors oui, on a les premières pistes, même si pour l'instant, il me manque encore beaucoup d'informations. On a les premières pistes, notamment à la fois sur les efforts qui vont être menés. On a évoqué tout à l'heure les retraites, mais on sait qu'il y a un certain nombre de sujets, de pistes d'économie. Il y a le débat de la fraude, il y a le débat aussi des actes redondants. Et en même temps, dans d'autres domaines, on a besoin de moyens supplémentaires. Donc c'est un équilibre où on doit à la fois travailler la trajectoire budgétaire pour limiter le déficit qui devrait atteindre peut-être autour de 17 milliards pour cette année. Donc on a un objectif de diminution du déficit, de recherche d'économie et en même temps de soutien dans les domaines particuliers. Je pense notamment tout ce qui concerne les revalorisations salariales, les acteurs en médecine de ville, l'hôpital. On voit bien qu'il y a quand même des priorités dans lesquelles on doit être présent. Alors, il y a la lutte contre la fraude, mais est-ce que pour faire des économies, vous allez demander aux patients de prendre une part plus importante ou aux mutuelles de prendre une part plus importante ? Alors, c'est un sujet qui est sur la table. C'était pas dans les propositions du Sénat. Donc voilà. Donc c'est un sujet qui est sur la table. Clairement, c'est pas forcément aux patients. Même si je pense que le débat de la responsabilité des patients devra être ouvert. Et donc on a besoin de réformer rapidement. Mais la question Mais il du ne faut pas un transfert... reste à charge plus important.
Cette question peut être posée, tout à fait. Voilà, la question peut être posée, mais je ne pense pas que ce soit le dossier de priorité, puisqu'en réalité, là, l'idée, c'est de transférer quelque part au complémentaire santé, et pas qu'au mutuel, au complémentaire santé, le fait de prendre une part de financement supplémentaire. Ce n'était pas dans les pistes de travail du Sénat, on a d'autres propositions, on va discuter, mais je pense que la difficulté principale, c'est que depuis 7 ans, nous n'avons pas eu de réforme de fond et structurelle, ni sur l'hôpital, ni sur la médecine de ville, ni sur l'organisation de l'offre de soins. Et lorsqu'on ne réforme pas, eh bien on passe notre temps finalement à mettre des moyens supplémentaires parce que les besoins augmentent, parce que l'inflation est présente, sans pour ça trouver des solutions pour l'efficience de l'argent public. Voilà. Donc je crois que très vite on va passer le PLFSS dans des conditions extrêmement serrées parce qu'on n'a pas le choix, vu le calendrier, mais le lendemain du PLFSS, il faut mettre sur la table un certain nombre de sujets de réforme. Il y a les débats notamment, c'est un domaine que je connais bien qui est le domaine notamment de l'autonomie. Est-ce qu'il ne faut pas aujourd'hui réfléchir sur une assurance dépendance? Est-ce qu'on n'a pas une journée supplémentaire à proposer? Enfin, on a un certain nombre de sujets. Côté Sénat, on est prêt. On a beaucoup travaillé sur des propositions. Maintenant, il faut qu'on discute avec le gouvernement. Vous en parliez tout à l'heure de la question des retraites, puisque la revalorisation des pensions de retraite, elle sera décalée de 6 mois. Vous approuvez ça ? Alors j'avoue que c'est une question qui m'interpelle un peu. Je comprends cette position. Nous avions, nous, une ligne rouge qui était la revalorisation des retraites. Alors le fait de la décaler de 6 mois, on va dire qu'on est moitié satisfait et moitié mécontent. Voilà. Mais en même temps, quand on voit la situation financière que nous découvrons, l'ampleur du déficit, qui était attendu, mais pas à ce niveau-là, on voit bien que tout le monde doit faire un effort. Et donc là, il y a un enjeu de 3 milliards sur la table. On va parler d'un autre sujet, c'est la question de la fin de vie. On va écouter Michel Barnier qui a remis sur la table cette loi sur la fin de vie. Je sais l'engagement de beaucoup de parlementaires sur tous les bancs, parfois des débats graves et personnels qui ont lieu au-delà des étiquettes politiques, dans le respect de cette diversité d'opinions et en prenant en compte la gravité de ce sujet, nous reprendrons le dialogue sur le projet de loi tel qu'il a été discuté par l'Assemblée nationale. Nous le ferons à l'Assemblée nationale et au Sénat, en concertation avec les soignants, avec les associations au début d'année prochaine, pour reprendre le cours de ce débat qui est important et qu'il faudra étudier en toute sérénité. Est-ce que vous avez compris ce que veut faire Michel Barnier avec ce texte ? Oui, je pense qu'il veut continuer la navette. Il veut à un moment donné que ce sujet-là, qui est un sujet pour lequel il y a une vraie volonté de dialogue, de discussion. Voilà. Après, il y a les partisans, il y a ceux qui sont très favorables et les inversement. Mais pour vous, il veut reprendre le texte, l'examen du texte là où il en était, exactement. Ou il veut revoir le texte et rediscuter avec les soignants ? Il veut d'abord revoir le texte. Parce que la navette fait que le texte finalement est tombé. Et d'ailleurs, même juridiquement, il faudrait redéposer le texte officiellement, donc on repart du début. Mais pas avec le même texte. Alors, avec peut-être le même texte initial, mais certainement pas le texte qui avait été voté à l'Assemblée à l'issue de leurs travaux. Je crois qu'aujourd'hui, l'idée, c'est qu'il veut remettre sur la table ce sujet qui est un sujet de société. C'est un engagement qu'il a pris, mais certainement avec peut-être des orientations différentes et surtout avec une consultation renforcée, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, il veut que un certain nombre de partenaires, à la fois les patients, les associations, les professionnels de santé, soient impliqués. Le texte qui était issu de l'Assemblée nationale avait fait beaucoup réagir, notamment... Et vous n'allez pas, vous ? Comment ? Ah ben non, moi j'ai une position encore plus stricte, puisque globalement, moi je suis défavorable à cette piste-là. Par contre, je suis favorable au déploiement des soins palliatifs. Donc on voit bien que dans le texte, il y a deux grands sujets. Il y a le débat de la fin de vie et il y a le débat du déploiement des soins palliatifs, qui est une urgence en France. Voilà, donc je crois que la volonté de Michel Barnier, c'est de reprendre des travaux au début, mais avec ces deux objectifs. On va parler de l'actualité du Sénat. Vous avez auditionné hier Victor Castanet qui a révélé les maltraitances dans les crèches privées et vous avez annoncé dans la foulée le lancement d'une mission flash. Vous nous en direz plus dans quelques instants, mais d'abord on va voir les temps forts de cette audition avec Samia Dechir. Bonjour Samia. Et bonjour Ariane, bonjour Philippe Millet. Bonjour. Et Samia, le journaliste Victor Castanet, l'auteur du livre Les Ogres, était donc hier devant les sénateurs. Vous avez suivi cette audition. Oui, son enquête, elle est sortie en septembre et elle révèle de graves dérives dans les crèches privées. Suroccupation, non-respect du taux d'encadrement des enfants, rationnement sur les couches, sur les repas, des conditions de travail dangereuses qui ont pu mener à des maltraitances sur les enfants et même à la mort d'une fillette d'1 an en 2022 dans une crèche du groupe People and Baby.
Et des pratiques qui s'expliquent par des choix financiers qui conduisent à réduire toujours plus le personnel dans ces crèches. Oui, c'est ce que Victor Castanet appelle le système du low cost, un système qu'il dénonce et qui vise à réduire toujours plus les prix. Ça a commencé en 2004. À l'époque, il n'y a pas assez de place dans les crèches publiques. Donc, on a décidé de les ouvrir au secteur privé. Ce qui veut dire que les maires ont pu confier la gestion des crèches, parce que c'est eux qui ont la gestion de la petite enfance, à des opérateurs dont c'est le métier. Ça a eu plusieurs avantages, parce que ça a permis d'ouvrir des établissements beaucoup plus vite. On parlait de 6 mois pour un groupe privé pour ouvrir une crèche, alors qu'il faut 2 à 5 ans pour une municipalité. Et puis surtout, ça coûtait moins cher. On parlait de 10 000 € par an et par berceau dans le public à l'époque, contre 7 000 € dans le privé. Donc pour les maires, le calcul a été vite vu. Sauf qu'à partir des années 2010, la concurrence entre les grands groupes privés les a poussés à réduire toujours plus les prix en tirant sur la masse salariale. Regardez un extrait de l'intervention de Victor Castanet hier. Il y a eu là une guerre entre les principaux opérateurs qui voulaient prendre la crèche à l'autre et conquérir des parts de marché. Et il y a des maires qui se sont retrouvés, ils avaient une offre à 7 000 € par berceau et on leur proposait 2 fois moins. Qu'est-ce qui s'est passé ? Quand ils reçoivent 2 offres ou 3 offres et qu'il y en a une qui est à 3 500 et l'autre qui est à 7 000, très régulièrement, pas toujours, mais très régulièrement, les maires ont fait le choix du moins cher. Alors la masse salariale, c'est vraiment le coût le plus important pour faire fonctionner une crèche. C'est donc forcément là-dessus que les grands groupes ont fait des économies pour remporter des marchés auprès des mairies. Sauf que le résultat, au final, c'est que le personnel n'est plus en nombre suffisant pour s'occuper correctement des enfants. Et ça mène aux dérives qu'on connaît, qui sont dénoncées dans le livre de Victor Castanet. Victor Castanet qui rappelle que les maires eux-mêmes ont souvent choisi les offres les moins chères. Est-ce qu'ils portent une part de responsabilité, d'après vous ? Moi, je crois que surtout, c'est le système qui est en cause aujourd'hui. Parce que les élus, d'abord, sont soumis au Code des marchés publics. Et donc, ça veut dire que lorsque vous avez une offre, vous devez justifier, par un moment donné, pourquoi vous prenez éventuellement l'offre la plus chère. Et deuxième point, même quand vous prenez une offre, quelle que soit la situation, vous avez annexé à cette offre un cahier des charges du niveau de prestation de service et notamment d'engagement en matière d'équivalent temps plein et de personnel. Donc, logiquement, même si vous êtes dans un contexte qui est un peu, une recherche d'économie, entre le fait de respecter le Code des marchés publics et de respecter les cahiers des charges, voire même les délégations de services publics, vous avez un moyen de pouvoir faire en sorte qu'on ne soit pas à la dérive. Donc je refuse, moi, de pointer la responsabilité des municipalités uniquement au jeu ça coûte moins cher. Mais tous les maires n'ont pas fait ce choix, rappelle Victor Castanet dans son livre. On peut avoir des offres moins chères avec, une capacité réelle d'avoir une vraie prestation. Je crois que c'est pas ça qui est en cause. D'ailleurs, c'est un point sur lequel j'étais en désaccord avec lui. Ce qui est en cause, c'est la mise en place de la tarification dans lequel, aujourd'hui, ça force quelque part les structures privées, mais voire même publiques, à faire, à un moment donné, du remplissage. Alors oui, il faut faire un petit point d'information là-dessus. Effectivement, ça revient beaucoup, c'est beaucoup revenu au cours de l'audition. C'est ce qu'on appelle la PSU, prestation de service unique. En fait, on a mis en place à l'époque dans les crèches un système de tarification à l'heure, un peu comme la T2A à l'hôpital. Et beaucoup disent que ça devrait être à la journée ou à la demi-journée parce que ça force les crèches à un taux de remplissage. Elles face à l'effort. Si elles ne le font pas, et d'ailleurs public et privé, si elles ne le font pas, elles sont systématiquement en déficit. Donc la base du problème, c'est avant tout ce point-là concernant la tarification vis-à-vis de votre question vis-à-vis des municipalités. Puis après, il y a un deuxième problème, qui est le problème de la financiarisation du secteur. Voilà, donc on a 2 sujets, mais vraiment, j'étais globalement en accord à peu près à tout ce qui a été dit hier. Le point de désaccord, c'est de renvoyer à la municipalité, comme si les municipalités étaient comme une logique de chercher le moins cher. Ils ont aussi, à un moment donné, une responsabilité vis-à-vis de la qualité du service. Vous savez, un maire qui développe des services de mauvaise qualité sur sa commune, il ne fait pas long feu à un moment donné. Donc voilà, donc ça c'est une petite nuance. Pour moi, le point essentiel, c'est comment aujourd'hui on arrive à contrôler le respect des cahiers des charges des outils. C'est ça le point essentiel. Justement, c'est une question qui est revenue tout au long de l'audition. Comment les pouvoirs publics ont pu ne pas voir ces dérives ? Il faut préciser quand même que la gestion de ces crèches par le secteur privé, elle est encadrée par ce qu'on appelle des délégations de services publics. C'est-à-dire qu'en fait, on a une mission publique qu'on va confier à un opérateur privé, mais ça implique des contrôles. Sauf que dans le cas des crèches privées, ces contrôles n'ont pas suffi, raconte Victor Castanet. Regardez. Il y a eu une diminution ces dernières années des compétences des inspecteurs. Les profils ont changé et
on constate, cet inspecteur et d'autres, des défaillances dans les compétences de ces inspecteurs, notamment au niveau juridique et puis surtout au niveau économique. Bon, en vrai, pour se rendre compte, et c'était pareil dans les EHPAD, ces montages-là sur les pratiques d'optimisation des coûts, sur la masse salariale, ces montages immobiliers, bon, si vous n'avez pas de compétences financières et comptables, c'est très difficile à voir. Alors sur ce point-là, je crois que vous êtes d'accord avec Victor Castanet. Et à l'issue de cette audition, vous avez annoncé le lancement d'une mission d'information flash du Sénat sur précisément cette question du contrôle des crèches. Concrètement, en quoi ça va consister? Alors, ça va être d'abord de reprendre et de poser clairement sur la table, les outils existants aujourd'hui, les missions existantes des différentes structures. Et tout de suite, ce que l'on voit très rapidement, c'est un fonctionnement en silo. Vous avez d'un côté des contrôles sur l'aspect plutôt sanitaire et social, et après, il y a tout le débat, montage financier et juridique. Et on voit bien que la difficulté, c'est qu'il n'y a pas de vision globale. Donc, ce qu'on veut surtout voir, c'est aujourd'hui quelle est l'effectivité des contrôles, comment ça se passe à la fois en matière de moyens, mais également en matière de compétences, comme ça a été évoqué. Et au regard de ça, si on considère, et je pense qu'on va considérer que ce n'est pas suffisant ou qu'il faut faire autrement, nous ferons des propositions justement pour faire en sorte que les contrôles, qui sont la base de tout, qui sont la base de la vérification du respect du cahier des charges et des délégations de service public, eh bien, puissent être réellement effectifs. Et donc on puisse avoir des outils juridiques, peut-être qu'il faudra peut-être passer par la loi, notamment sur le débat du Code des sociétés, pour pouvoir faire en sorte d'avoir réellement éviter les dérives qu'on a connues également dans le monde des EHPAD. Malgré l'insuffisance de ces contrôles, Victor Castanet semble, lui, persuadé que le système était quand même connu des autorités. Il dit qu'il y a eu plusieurs alertes qu'on n'a pas écoutées. Pendant l'audition, il y a beaucoup de sénateurs qui ont semblé partager son point de vue. Est-ce que vous êtes d'accord ? Oui, je suis d'accord. Mais là où il faut être prudent, c'est qu'on ne peut pas résumer les alertes et les difficultés uniquement à ce point-là. Par exemple, moi je connais des territoires, leurs difficultés, ils n'arrivent pas à recruter de personnel. Ils n'arrivent pas à recruter de personnel. Et donc, à un moment donné, on a aussi d'autres difficultés. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il y a un vrai problème, et les exemples qu'il a donnés sont glaçants. On voit bien que la situation est extrêmement difficile. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est de bien comprendre d'où viennent les difficultés. On en a déjà sur la table, c'est évident. Il y a de la connaissance également. Je crois qu'il faut être très clair. Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Mais par contre, ce qui est important, c'est d'avoir bien l'analyse de l'ensemble des difficultés, parce qu'il ne faut pas simplement focaliser sur un point avec une responsabilité. Là, vous savez, hier, on a vu donner une situation et on a renvoyé les responsabilités à tout le monde. Je crois que le système est beaucoup plus complexe et donc il faut réellement se poser pour mettre en place les bons outils. Une dernière question, Samia ? Oui, tout de même sur cette difficulté de recrutement, c'est un peu un cercle vicieux parce que Victor Castanet dit lui-même si on a tant de mal à recruter, c'est parce qu'on a précisément organisé des conditions de travail de plus en plus difficiles et donc en fait, tant qu'on ne réglera pas ce taux d'encadrement, on n'arrivera pas à recruter. Alors oui, non, il a raison. Mais moi, si je fais la comparaison avec le domaine public, on a les mêmes problèmes. Et visiblement, le domaine public a d'autres conditions de travail. Donc voilà, donc je crois que, de nouveau, je pense qu'il a mis sur la table une vraie difficulté. D'ailleurs, ça fait réagir. Nous sommes également dans l'accompagnement pour essayer de trouver des solutions. Mais on ne peut pas concentrer uniquement ces difficultés sur le fait de dire c'est le privé. Il a même d'ailleurs dit, il y a des structures privées qui fonctionnent très bien avec un service de qualité. Donc je crois qu'il faut regarder à la fois cette question de la financiarisation, de la tarification et des outils de contrôle que l'on doit mettre en place pour éviter cette situation. Merci. Juste la mission Flash, vous l'avez lancée hier. Vous pensez rendre vos travaux quand ? Fin d'année ou début janvier, voilà. Donc je nomme les rapporteurs mercredi prochain. Merci Samia, à tout à l'heure. Merci Oriane. On parlera de Michel Barnier, son discours de politique générale au Sénat. Ce sera à suivre. Merci Samia, à tout à l'heure. On va voir l'actualité dans votre département des Deux-Sèvres avec nos partenaires de la presse régionale. On va à Niort, on retrouve Baptiste Bise. Bonjour Baptiste, merci beaucoup d'être avec nous. Directeur départemental de la Nouvelle République dans les Deux-Sèvres. Baptiste, vous avez choisi de nous parler ce matin du nouveau patron des gendarmes des Deux-Sèvres. Pourquoi ? Eh bien parce que le nouveau commandant du groupement de gendarmerie départementale qui a pris ses fonctions à Niort le 1er septembre dernier n'est pas n'importe quel officier et parce qu'il n'est pas arrivé n'importe où. Le colonel Erwan Kermorvan explique avoir demandé à venir dans les Deux-Sèvres car il avait identifié chez nous un enjeu d'ordre public. Alors quand je vous parle des Deux-Sèvres et du Marais Poitevin, je suis certain que vous ne pensez pas spontanément à des problèmes d'ordre public. Mais si je vous dis Sainte-Soline, j'imagine que des images de guérilla des champs vous reviennent en mémoire.
Dans notre département, le nouveau patron des gendarmes a donc pour mission de gérer le mouvement des contestations locales contre les bassines. Le mode d'action des opposants à ces immenses réserves d'eau destinées à l'irrigation agricole est devenu violent depuis que des militants des soulèvements de la terre venus de Notre-Dame-des-Landes ont pris le contrôle du collectif anti-bassines. Or, le colonel Kermorvan est un spécialiste des contestations violentes et il connaît bien les soulèvements de la terre. Il faut dire qu'il était commandant de la compagnie de Châteaubriand en Loire-Atlantique de 2011 à 2015 et qu'il a passé beaucoup de temps dans une petite commune du sud de l'arrondissement dont le nom a, comme Sainte-Soline, gagné une notoriété nationale. J'ai nommé Notre-Dame-des-Landes. L'expérience devrait donc lui être utile dans les Deux-Sèvres. Oui, le patron des gendarmes a passé ses 2 premières années là-bas à temps complet sur la ZAD. Les expulsions, la sécurisation de la Max-Max Road, les débordements autour de la zone occupée, il a tout connu, même la première opération d'évacuation, César 44, avortée à la fin de l'année 2012. Diplômé de Saint-Cyr, le colonel Kermorvan a continué à se spécialiser au sein de la gendarmerie en rejoignant le centre de planification et de gestion de crise de la direction nationale où il a notamment préparé la grande opération de 2018 à Notre-Dame-des-Landes, puis en s'occupant de contestations violentes dans l'administration nationale. Alors cette mission de renseignement, elle devrait lui être utile au pays des anti-bassines puisqu'il suivait alors tous les mouvements subversifs des gilets jaunes aux complotistes en passant par les zadistes et les Black Blocs. Voilà pour le profil de notre nouveau commandant de gendarmerie. Sur le terrain, la mobilisation des anti-bassines ne faiblit pas, même si elle se concentre actuellement dans le département voisin de la Vienne, où le chantier d'une de nos 16 réserves du bassin de la Sèvre niortaise doit débuter prochainement. Ce qui me conduit à ma question, monsieur le sénateur des Deux-Sèvres. Pensez-vous que la grande conférence sur l'eau annoncée par le Premier ministre mardi réussira là où la concertation locale a échoué dans les Deux-Sèvres? Autrement dit, un compromis entre les anti-bassines et les agriculteurs est-il possible? Merci pour cette question. Merci. Alors, moi d'abord, je peux que saluer cette initiative du Premier ministre de lancer la conférence sur l'eau parce que on parle des bassines, mais le débat de l'eau, c'est pas que les bassines, c'est aussi le débat d'eau potable. Bon, on voit bien que c'est un sujet important et les années qui viennent vont encore donner de l'importance aux difficultés d'approvisionnement. La question pour les bassines, je crois que on peut certainement avoir un vrai débat, un vrai dialogue à travers ces initiatives entre ceux qui sont favorables et ceux qui ne le sont pas. Par contre, je reste prudent parce qu'une partie des militants de ce mouvement sont des militants idéologiques. Ils sont beaucoup plus dans un combat qui n'est pas le combat de l'eau, qui est le combat d'un principe économique, d'un principe de société. Et je ne suis pas sûr que le seul sujet de l'eau, même si on trouve du dialogue entre l'ensemble d'acteurs, entre les associations environnementales, les collectivités et le monde agricole, suffira à calmer leur initiative qui était avant tout, on voit bien, sur le monde de la Terre, on est bien sur un enjeu qui est un enjeu de société, d'une vision différente qu'ils ont, eux, de l'avenir, et avec une traduction par des actes violents. Voilà, donc je pense que c'est une bonne initiative, je pense que ça doit permettre de remettre des gens autour de la table. Je ne suis pas certain que ça fera en sorte que les activistes les plus motivés retournent chez eux au regard des enjeux qu'on a sur notre territoire. Merci Baptiste Bise, merci beaucoup d'avoir été avec nous. La une de la Nouvelle République dans son édition des Deux-Sèvres, c'est un feu d'appartement à Niort, un homme décède. C'est à la une de votre journal. Merci Philippe Mounier.